bienvenue. 29 ans de cela, que tout un peuple s'est mis debout. C'était au lendemain de la conférence des forces vives de la nation, décernant un satisfecit à la presse béninoise. Elle, qui aura été, pour beaucoup, dans l'événement du renouveau démocratique. Le mérite revenait, mesdames, messieurs, en l'occurrence, à la Gazette du Golfe et Tam Tam Express, qui ont contribué, dit-on, à discréditer totalement alors le régime défunt d'alors. Au sommet de la Bolle, en juin 90, le président Mathieu Kérékou, dont le régime et tout le système révolutionnaire était folklore, a dû laisser entendre, je cite, « Ce sont les journalistes qui sont responsables de la situation actuelle que nous vivons. C'est comme s'ils étaient enragés. Nous-mêmes, nous ne les avons pas reconnus. » Fin de citation. Mais heureux pour ce qui arrivait. C'était l'heure de gloire des journaux béninois, amplifiée plus tard, mesdames, messieurs, par un pluralisme médiatique enviable. Mais la liberté d'expression retrouvée ne tardera pas à montrer des signes d'essoufflement, qui pourraient aider à éviter les déviances et dérives. La question taraude désormais bien des esprits. Si le législateur a pensé à la HAC, les professionnels des médias, avec la complicité de leurs partenaires privilégiés, les politiques, ont conçu l'ODEM, l'UPMB et le CNP à Bénin. Mais le peuple, perdu entre information, désinformation et intoxication, peine toujours à reconnaître sa prise. Assainissement du monde des médias au Bénin, les structures fêtières, la solution ou le mal incarné. Le débat, c'est tout de suite et maintenant avec les professionnels des médias eux-mêmes. Sur ce plateau, Arimé Choubadé. Il est journaliste, éditorialiste. Arimé Choubadé, bonjour. Bonjour, Joël. Merci d'être à nos côtés. Merci de m'avoir invité. En face de lui, un autre professionnel des médias, Médis Benko, c'est son nom, journaliste. Il est analyste. Médis Benko, bonjour. Bonjour, chers confrères. Et merci d'être là ce matin à nos côtés. Merci pour l'invitation. C'est un devoir de le faire. Bipolarisation, voilà, mesdames, messieurs, de l'espace médiatique béninois. C'est ce qui reste, dit-on, des vaillantes luttes d'une trentaine d'années en arrière. Un tableau terni, malheureusement, pas d'effets mensongers et calomnieux, pourtant relayés en permanence par des journalistes. Désormais, le 3 mai, à lui tout seul, ne suffit plus pour s'interroger sur le mal qui ronge chaque jour davantage une si noble profession, grande fête d'hier pour tout un peuple. Arimé Choubadé, la presse béninoise, dit-on, à genoux, peine toujours à se mettre sur ses deux pieds. Mais ceci, paraît-il, on pourrait le modifier, le changer, l'éradiquer, tel on peut éradiquer un mal s'il y a un peu, juste un peu de volonté. Oui, il y a un peu de volonté. En fait, il faudrait que nous commençons par peut-être trouver les bons, enfin, la meilleure approche pour parler de la presse au Bénin. Le problème, c'est pas la presse, le problème, c'est beaucoup plus les animateurs, le journaliste. C'est qui le journaliste au Bénin? Alors, quand on n'arrive pas à évacuer ce sujet-là, le reste, nous avons aujourd'hui un environnement qui échappe totalement aux hommes de la, je dirais pas de la corporation. C'est la corporation, vous savez que ça n'existe pas dans le privé. Hein? On a un embryon qui se manifeste au niveau du public, où vous avez des agents syndiqués, des entreprises de presse. Mais dans le privé, c'est toute autre chose, c'est carrément une nébuleuse, hein, où on n'arrive plus à distinguer le journaliste, l'homme d'affaires, le promoteur, et tout est mélangé. Et ça profite aux politiques qui en usent avec tout l'institutionnel que nous avons, hein, tout le système institutionnel que nous avons, qui est un système totalement dévoyé. Hein? Bon, je ne sais pas par où il faut commencer. C'est tellement complexe et à maîtriser qu'aujourd'hui, on se demande... voilà. Et puis quand vous voyez ceux qui parlent généralement d'assainissement, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec la corporation. C'est comme si un jour, les menuisiers décidaient d'aller mettre de l'ordre dans la médecine.
Vous ne voyez pas les professionnels eux-mêmes s'en préoccuper? C'est ça que vous dites que la corporation n'existe pas juridiquement, si vous voulez, on va faire le débat. On est là pour ça, on va apprécier ensemble. Oui, Médis, la question, elle devient préoccupante. Au plus haut niveau de l'État, vous avez sans doute suivi le cri de cœur, pour certains, cri d'alerte du premier magistrat. Bien sûr, chers confrères, puisque vous faites déjà allusion au message du chef de l'État lors de l'installation de la HAC le 22 juillet dernier, où il a polarisé l'attention des confrères sur la nécessité de respecter la déontologie et apprécier un peu notre presse et puis appeler à bien faire le travail. Nous devons simplement dire que nous avons intérêt à vraiment travailler pour redorer le blason de notre corporation, afin que la presse béninoise puisse véritablement retrouver ses lettres de noblesse, puisque les critiques, les rappels à l'ordre, ça devient de trop. Au-delà même du message du chef de l'État, il y a le dernier communiqué de l'ODEM. Ok, on va revenir à ce communiqué, puisqu'on est là pour parler des structures fertiles. Justement, donc c'est des éléments qui montrent qu'il y a vraiment péril à la demeure et qu'il faut vraiment en prendre conscience et de réfléchir pour voir comment y remédier. Réfléchir pour voir comment y remédier. On espère apporter aussi notre grain de sel ici. Justement. Mais Médis, avant d'évoluer, il y a Arimi qui a sorti un mot, j'imagine que vous l'avez suivi en tout cas, si pas très bien, moi j'ai tiqué un peu, il dit qu'il n'y a pas de corporation. Or, la question ici, c'est comment faire pour assainir la corporation. Donc si on se trompe de ce sur quoi on veut poser des diagnostics, eh bien, on se retrouvera dans le décor en permanence. Alors, je me retourne vers Arimi. Pourquoi dites-vous, je reviens vers votre émission, pourquoi dites-vous qu'il n'y a pas de corporation? Oui, prenez, c'est très simple, basique, toutes les corporations au Bénin. Commencez par, peut-être on peut parler même de dockers. Vous avez une entreprise qui les emploie et vous avez des employés Tout à fait. syndiqués, affiliés à des centrales. L'entreprise elle-même affiliée au patronat national, mais vous ne verrez pratiquement ça dans la presse privée. Hein? Vous ne verrez pas des employés syndiqués qui ont les outils juridiques pour se défendre. Certains peuvent avoir par miracle des contrats, mais ce ne sont que des contrats de travailleurs comme parmi tant d'autres. Hein, c'est pas, il n'y a plus la spécificité journaliste. Hein. Si quelqu'un vous fait le bonheur aujourd'hui de vous faire un contrat, c'est peut-être parce que bon, il a une entreprise classique, hein, pas entreprise de presse, et que bon, il a besoin des gens pour l'aider. Et voilà, vous ne verrez pas, par exemple, les journalistes du privé assister au dialogue social national. Vous pensez qu'ils ne sont pas fils de ce pays? Les travailleurs de ce secteur-là ne sont pas reconnus à la Bourse du travail, par exemple. Ils sont affiliés à aucun syndicat. Les entreprises, enfin, entre griffes de presse, ne sont pas affiliées au patronat. Et c'est la seule corporation au Bénin à être dans cette condition-là, à vivre pratiquement en marge de l'institutionnel. Et donc, dans ces conditions, vous voyez très bien que les animateurs eux-mêmes n'ont aucune protection juridique, sociale, rien. Je ne vais pas recommencer. Vous connaissez le diagnostic, tout le monde connaît le diagnostic. Pas de contrat, pas de salaire, pas de retraite, pas de... Quand un journaliste est malade, il ne peut même pas rêver à aller se faire soigner dans les hôpitaux et bénéficier d'une assistante particulière. Il n'en a pas, à moins qu'il ait les moyens. S'il n'a pas les moyens, il retourne lieutenant chez un guérisseur. Et voilà le statut du journaliste béninois dans le secteur privé. Et si avec ça on peut parler de corporation, bon, allez, on s'en contente et puis on continue. Mais disent, oui, ils sont nombreux. Il a bien spécifié dans le secteur privé. Parce que le public, c'est toute autre réalité. Et ça, il ne faut pas se voiler la face, c'est la réalité d'ensemble. Il y a juste quelques exceptions. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette situation? Un préalable indispensable lorsqu'on veut aller à l'assainissement? Bien sûr, surtout lorsque le confrère Choubadé dit que nous avons affaire à une corporation qui, dans la réalité, n'existe pas. C'est qu'il faut comprendre. Puisque
lorsqu'on parle de corporation, cela suppose déjà une organisation. Mais quelle est notre organisation? Puisque une corporation déjà, au sein de laquelle existe une injustice congénitale. Congénitale? Une injustice congénitale, bien, c'est-à-dire une injustice congénitale du fait que des individus qui sont ensemble dans un même secteur font le même travail, mais simplement parce que l'un est du privé et que l'autre est du public, c'est que ça implique une inégalité du point de vue social et autres. Ça veut dire quoi? En dehors de quelques organes de privé qui constituent l'exception, et que vous pouvez sortir d'une même formation, mais quand l'un se retrouve dans le public et l'un est dans le privé, et que le traitement, ce n'est pas la même chose. Donc, si c'était qu'on était dans une corporation réellement organisée, et qu'il y aurait déjà une certaine harmonie pour corriger certaines choses. Donc, voilà ce qui montre effectivement que nous avons encore du chemin à faire pour normaliser certaines choses au niveau de notre corporation, puisque ce n'est pas du tout normal que du côté des services publics, ou des entreprises, des médias de services publics, que les choses aillent beaucoup plus mieux, ou bien aillent mieux du point de vue traitement, du point de vue protection sociale et autres, et que des gens qui font le même travail, qui sont dans le privé, n'aient pas du tout le même privilège. En tout cas, voilà. On espère que ça va être corrigé. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle, ça c'est vrai. Il faut suffisamment en parler, peut-être, pour pouvoir espérer un retour heureux. Mais alors, en attendant qu'on puisse rectifier ou corriger ce qu'on peut vraiment appeler injustice, il est un fait qu'il y a des journalistes. Il y en a qui ne méritent peut-être pas le nom, mais ils sont nombreux à ces essais à la profession. Et le résultat, depuis quelques années, est plus qu'inquiétant. On lit un peu de tout, parfois, sauf ce qui peut être appelé article de presse. Rémi Choubari. Non, mais je ne sais pas ce que vous voulez faire avec des gens qui socialement n'existent pas. On a déjà peint le tableau. Après, le reste, ce sont les conséquences du diagnostic. On ne peut pas dire, on peut pas rêver d'avoir de ces individus oubliés par la société, en marge, qui vivent en marge du bon sens. Qu'est-ce que vous pouvez exiger de mieux que ce qu'on lit là? Moi, je ne sais pas. Hein? C'est pas que... Non, attention, c'est pas une injustice qui nous a tombé comme une fatalité. Ça a été voulu par l'institutionnel béninois. Hein? Non, Rémi, vous n'avez pas dit ça. Une injustice voulue par l'institutionnel béninois. Tout à fait. Non, tout à fait. Il y a eu des syndicats qui ont existé dans le privé. Tout à fait. Mais l'État béninois a refusé même que leur existence, si vous voulez. Et on nous parle de fêtière. C'est-à-dire que c'est la seule corporation au Bénin où il y a le monolithisme syndical et associatif. Si c'est pas... comment vous appelez c'est UPMB ou c'est l'UPMB. Si c'est pas UPMB ou CNPA, c'est que c'est pas journaliste. Oui. Moi, par exemple, je ne fais partie de ces trucs-là. Et pourtant, je suis dans la profession, je ne fais rien d'autre que ça. Hein, à dehors il y a 4 ans, j'ai fait un petit intermède et tout ça là. Sinon, ça fonctionne comme ça. Si vous n'êtes pas dedans, c'est que institutionnellement, on ne vous connaît pas. Et sans oublier ce que vous appelez, sans oublier la hack, qu'à tort, on prétend être une structure pour la presse, alors qu'en réalité... vous considérez que c'est un handicap fondamental? Oui, ça arrange tout le monde, ça arrange les politiques qui ont décidé qu'il n'y aura pas de corporation de la presse au Bénin. Et il n'y en a pas eu depuis longtemps. Et voilà, vous savez, c'est peut-être un peu caricatural. On aurait pu, je ne sais pas quelle formule on aurait pu trouver pour aller au fond des choses, mais c'est pour vous dire que le préalable... Vous connaissez, je vous donne l'exemple des dockers. Vous allez chez eux, ils sont syndiqués, ils auront une retraite. Même si c'est 1500 francs à la fin de chaque mois, le docker aura. Mais pas le journaliste du privé, vous le savez bien. Et c'est vrai que la corporation, aussi, entre griffes, elle est assez jeune, et que, bon, beaucoup de ceux qui ont commencé sont encore là. Je me demande, lorsque les forces de travail vont les lâcher peu à peu, ce qu'ils vont devenir pour la société.
quand ils ne seront plus capables d'aller sur les reportages pour grappiller 5 000 par-ci, 2 000 par-là, ou quelques buffets, cocktails, je me demande ce qu'ils vont devenir. Alors, si on ne règle pas ce béaba-là, je ne sais pas ce qu'on veut assainir. On va assainir, voilà. Et vous savez que l'État béninois a parrainé une convention collective entre ce que j'appelle les ONG, 2 ONG, alors qu'en réalité, ça devait être un syndicat, un patronat, qui devait être signé une convention collective. C'est ce qu'on a vu dans toutes les corporations, sauf dans la nôtre, où vous avez 2 associations à but non lucratif, s'il vous plaît, qui viennent signer des conventions professionnelles, des conventions collectives pour des professionnels. Et c'était clair que ce torchon-là n'a jamais pu être appliqué, parce que c'est une escroquerie parrainée par l'État béninois. Donc aujourd'hui, tous les réseaux de puissance essaient de manipuler la presse. Hein, c'est pas un secret, vous savez que, bon, aujourd'hui, le plus grand employeur de la presse écrite, voilà, c'est ce que nous appelons le palais, c'est-à-dire le corpus, renseignement, gouvernement, etc., etc. C'est ça, le plus grand employeur aujourd'hui de la presse écrite, par exemple. Vous ne dites pas le plus grand client, mais vous dites le plus grand employeur. Sponsor, tout ce que vous voulez. Voilà. Vous ne trouvez pas que c'est trop grave je vous dis tous les employeurs? Tout ce que nous avons, tous ceux qui ont un peu de puissance dans le pays essayent de manipuler la presse. Et elle n'a aucun moyen de changer la tendance. Alors, aucun. Juridique. Parce qu'il a été dépouillé. Je vous dis, les animateurs, ils sont sans plan de carrière, ils sont sans salaire pour la plupart. Ceux qui ont des contrats, c'est les miraculés. Je ne révèle pas, c'est pas des révélations que j'annonce. C'est une situation connue de tout le monde. Et on vous dit, vous ne pouvez pas vous mettre en syndicat. Vous ne devrez pas vous mettre en syndicat. Vous devez tous aller faire allégeance à ce qu'ils appellent fêtiers. Hein? Alors vous savez, si vous prenez les différents codes métiers qui existent dans ce pays, vous voyez la pluralité du mouvement syndical. C'est affilié à des centrales. Et puis c'est par ce biais-là que se fait le dialogue social. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir avec le gouvernement avant l'élaboration de chaque budget. Le gouvernement rencontre tous les codes métiers. Mais pas quel miracle qui va rencontrer la presse privée. Pas les associations. Je ne vois pas. Donc il faut pouvoir être affilié avec les centrales pour pouvoir avoir la possibilité d'exister en tant que citoyen au moins. Mais ça n'existe pas dans la corporation. Et donc, voilà, toutes les déviances sont possibles. Si on ne règle pas le problème préalable du statut même de ceux qui animent la profession, je ne sais pas à qui on veut appliquer les règles d'assainissement. Médis, une autre grande porte que Arrivé Choubadé ouvre là. Bien sûr, le défaut de syndicat au sein de notre corporation, alors que dans d'autres pays, c'est que soit c'est le syndicat qui porte les questions de la corporation, ou bien dans des pays où il y a même des fêtières, c'est qu'il y a quand même au moins 1, 2 syndicats. Mais dans le contexte béninois, c'est que tout se résume aux deux grandes associations professionnelles. Bon, et puis, ce sont ces instances qui doivent répondre au nom des journalistes. Et il suffit de pousser la curiosité plus loin pour aller lire les textes de ces associations pour comprendre qu'il est même dit qu'avant d'être responsable, il faut avoir été dans les instances. Donc, autrement dit, ça fonctionne vraiment d'une manière où que ce n'est pas possible pour un journaliste de champ de prétendre porter facilement des responsabilités s'il n'est pas soit coopté ou bien s'il n'a pas eu le temps de faire du parcours. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment réfléchir, puisque quand c'est comme ça, ça pose un problème de la sincérité, de l'engagement, c'est que aux côtés des confrères. Raison pour laquelle on peut se demander si ce n'est pas cette situation qui explique parfois les manques d'ardeur que les associations devraient avoir face à certaines situations. Manque de mobilisation, bien la réticence dans la mobilisation face à certaines situations. Lorsqu'on apprend par exemple qu'un journaliste a été interpellé, la police a levé la main sur un journaliste, des organes de presse en difficulté, quelles ont été souvent les réactions de ces fêtières?
est-ce que si c'était des syndicats qu'on avait, est-ce que les réactions seraient les mêmes? Ça, c'est une interrogation. L'autre aspect de mon développement, ou bien de mon raisonnement, est que nous voici dans une corporation, c'est que bien officielle, bien connue, et même bien établie par la Constitution, puisque la Constitution reconnaît l'existence de la presse et a même consacré une institution pour s'occuper de sa régulation. Et au-delà de la loi organique a prévu que la presse soit soutenue, accompagnée à travers une aide de l'État à la presse, devenue aujourd'hui Fonds d'appui au développement des médias, FADEM. Mais voilà une corporation accompagnée par l'État avec des ressources, 300 millions en temps, devenu 350 millions. Mais quel est l'impact de cet appui institutionnel sur la vie même de l'ouvrier, sur la vie de l'employé, sur la vie du journaliste? Quel est l'impact? Est-ce que l'aide-là profite aux journalistes ou bien est-ce que ça profite à l'entreprise, ça profite à l'employeur? À qui cela profite? Posons-nous la question pour voir. Autant de questions, il y en a toute une pléthore pour mieux comprendre ce que la presse est finalement devenue aujourd'hui. En tout cas, en entendant de régler ces préalables qui deviennent indispensables, qu'il faut faire avec les structures fêtières existantes. Récemment, face à ces dérives observées, des écrits qui n'en ont point, tout cela qui se font passer pour journalistes ou se réclament hommes de médias, l'ODEM a dû interpeller au travers un communiqué sur deux faits récemment ayant agité l'opinion nationale et internationale. Il s'agit d'abord de l'affaire appelée drame de Bopa, le naufrage qui s'est soldé par des pertes en vies humaines, quelques disparitions, mais aussi la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples relativement au recours de l'ancien chef d'État Thomas Boni-Yayi. Haribé Choubadé, suite à ce communiqué, d'aucuns ont vu ces structures fertières qu'on a qualifiées de devenir un peu en marge de tout ce qui se passe ou d'être endormis. D'aucuns ont vu un réveil soudain mais prometteur. Non, là, vous êtes dans l'événementiel. On n'est pas dans l'événementiel. On n'allait pas réduire la vie professionnelle de centaines de Béninois à des communiqués à la volée. Vous pensez que c'est une banalité? Je ne sais pas ce que ça a changé chez vous en tant que professionnel. C'est parce que vous avez lu ce communiqué. Nous rappelons un peu la réaction des uns des autres. Oui, c'est ça que vous dites. Vous êtes de la corporation. Harimi est d'un parcours certain. En tout cas, a raison, vous êtes sur ce plateau. Vous êtes de la corporation. Je veux bien savoir ce que on ne veut pas singulariser, on demande le ce communiqué a pu avoir sur votre parcours, sur votre train-train. Je vous dis, c'est de l'événementiel. Ce truc-là existe. Il faudrait bien qu'il se manifeste à un moment donné. Vous imaginez l'ODEM rester... combien, c'est quoi le mandat, 3 ans ou 4 ans, je ne sais pas, rester là sans jamais prendre un document ou un truc de ce genre-là. Moi, je ne veux pas... Vous banalisez cela? Moi, je veux pas... C'est pas un fait de banalité. Aujourd'hui, constamment, on aurait pu changer quelque chose. On qualifie ces structures d'être dans une certaine torpeur qui ne dit pas son nom. Et pour certains, ça sonne comme un réveil. Vous n'y croyez pas? Je vous dis qu'aujourd'hui, l'individu journaliste est une banalité. L'individu même est une banalité. Journaliste au Bénin, dans le privé, est une banalité. Je vous dis qu'il n'a pas de carrière, il n'a pas de contrat, il n'a pas de retraite, il n'a pas de sécurité sociale. Vous pensez celui-là, c'est pas un communiqué que subitement il devient quoi? Je ne veux pas... Vous savez, l'ODEM, c'est la juridiction des pairs. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ils sont désignés par des trucs ou des structures qui, en réalité... Bon, enfin... Je ne sais pas, tout à l'heure, mon ami me parlait de la Constitution qui aurait donné à la HAC le rôle de régulation. De régulation. Vous savez, donc je pense que c'est ce qui manque justement pour voir les journalistes écrire à tort et à travers. Ce que je vais dire de ça, enfin ceux qui m'ont déjà écouté plusieurs fois l'ont déjà entendu, la HAC, vous savez très bien que c'est un monstre institutionnel qui ne répond à aucune norme juridique qu'on connaissait auparavant. C'est le Bénin qui l'a inventé. Et ça fait école. Oui, mais tous les dictateurs africains sont venus copier la HAC parce qu'avant la HAC, c'était impossible en Afrique
de fermer une radio sans avoir à dos la communauté internationale. Impossible. Mais depuis que le Bénin a créé la HAC, qui est dans la Constitution, qui peut fermer une télévision, qui peut fermer tout ce que vous savez, tous les dictateurs africains sont venus copier. Un peu comme les lois sur les exclusions là que tout le monde essaie de copier aujourd'hui. Oui, c'est ça la contribution du Bénin à la démocratie en Afrique. Ça, il faut le dire. Vous n'êtes pas trop amer, Arribi Choubali? Je ne sais pas si vous pouvez me dire, avant la HAC au Bénin, dans quel pays il y a une institution politique, parce que la HAC n'est pas une institution autrement que politique. Ils sont au moins 6 à être désignés sur les 9, à être désignés par les instances politiques, qui ont des devoirs de compte rendu ou de reconnaissance envers ceux qui les ont désignés. Et même lorsque vous ramenez ça à la presse, vous savez ceux qui désignent les gens à la presse, à la HAC, au niveau de la presse au Bénin? C'est les journalistes. Qu'est-ce que vous appelez journalistes? Je vous dis que moi, je ne suis pas membre de tout ce que vous avez cité tout à l'heure. UPMB ou je ne sais pas, etc. Et pourtant, ils auraient désigné des gens qui me représentent. Hein? Et vous savez, la structure qui organise tout ça, on appelle ça Assemblée spéciale, non? Qui n'est régie par, je ne sais pas d'où ça vient. C'est comme un manquement de plus. C'est une structure informelle. Et on l'érige au même rang que le gouvernement et le Parlement pour désigner des représentants dans une institution constitutionnelle. Non, que sur ce point, oui. je crois que en ce qui concerne la HAC, il faut préciser que la HAC du Bénin a été créée sur le modèle du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la France. Donc c'est du modèle français que cela a été inspiré. Et reconnaître également que le Bénin constitue le pays pionnier en Afrique francophone en matière de création d'instances de régulation. Ce qui me paraît d'ailleurs normal, puisque un secteur comme celui de l'information ne peut pas ne pas être encadré. Vous pouvez nous rappeler, les attributions du Conseil supérieur. Vous m'avez arraché la parole, donc je me permets de le faire autrement. Vous pouvez nous rappeler succinctement les attributions du Conseil supérieur. Attendez, de l'audiovisuel. On n'a pas dit de la communication. Les Français n'ont pas dit audiovisuel et communication. Vous comprenez? Bien sûr. Donc, rappelez-nous, audiovisuel, c'est assez clair. Hein? C'est comment on appelle, télé, radio et puis accessoirement Internet. C'est clair pour le CSA en France. On n'a jamais dit que le CSA s'occupe de la carrière des journalistes ou du financement des journalistes en France. Mais dans la Constitution, il n'est pas non plus dit que la HAC doit s'occuper de la carrière. Puisque la Constitution... C'est vous qui nous avez dit qu'il y a la loi organique. Vous avez pris la loi organique. La Constitution. Vous avez parlé de la loi organique qui fait corpus avec la Constitution. Bien sûr. Voilà. C'est vous-même qui avez évoqué. La Constitution confère 3 attributions à la HAC, à l'instar des textes du CSA. Première attribution, veiller au respect de la déontologie en matière d'information. Deuxième attribution, assurer l'accès équitable des partis aux médias de service public. Et puis après, promouvoir la liberté de presse et la liberté d'expression. Donc, c'est les attributions globales de la HAC et c'est pareil pour le modèle français. Donc, aller jusqu'à dire que c'est un monstre institutionnel, bon, je trouve que je perçois cela comme un abus, puisque le secteur de la presse, du moment où nous réclamons la liberté, toute liberté ayant des limites, il faut une instance pour pouvoir encadrer, définir les normes. Et quand on va vers la loi organique, au niveau de l'article 6, et qu'on lit les missions, les attributions, et que la HAC, dans sa responsabilité, est beaucoup plus un instrument ou bien un outil d'accompagnement du secteur. La question de la formation, la désignation des responsables. Maintenant, c'est de souligner que c'est dans la mise en œuvre de son pouvoir qu'il y a vraiment des choses à déplorer. La fermeture des organes de presse. Bon, d'où est-ce que cela vient? Parce que lorsqu'on lit les textes, la Constitution et la loi organique, c'est qu'il n'est pas dit qu'il faut fermer. C'est vrai que les textes ont prévu, ont donné pouvoir à la HAC de prononcer des mesures disciplinaires en termes de mesures conservatoires, tout ça. Mais, mesures conservatoires, est-ce que c'est synonyme de fermeture? Ça, c'est d'autres débats qu'il faut mener. Puisque nous parlons de la question d'assainissement, pour rester à votre niveau, avec la fenêtre que vous avez ouverte concernant l'attribution de cette structure, par exemple, l'ODEM, l'UPMB comme organisation existante et accompagnant tous ceux-là qui ont rêvé et évolué dans ce milieu, ont essayé
durant ces années, de faire leur preuve cas un cas. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'ils sont devenus désuètes ou jouent à peine leur rôle. Autrement, qu'on n'assisterait pas à cette dérive qu'on observe au quotidien. Êtes-vous d'avis? Faut-il aller revoir la structuration de ces organisations ou finalement mettre une croix là-dessus et repenser les structures qui doivent conduire le parcours des professionnels des médias? Je crois que nous avons deux options. La première, c'est de maintenir ces structures, les dynamiser et de penser à comment créer un ordre professionnel des journalistes. Un ordre? Un ordre professionnel. Un peu comme cela a commencé, les réflexions ont commencé dans certains pays, un ordre professionnel. Un peu comme on parle de l'ordre des avocats, de l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, ainsi de suite. Et pour créer un ordre, pour que cela soit vraiment en sécurité, c'est qu'il faut adopter une procédure parlementaire. Si c'est un ordre créé sur la base d'un décret, un autre gouvernement peut venir prendre un décret pour l'abroger. Mais si c'est une loi en bonne et due forme votée par l'Assemblée, et puis si c'est bien ficelé, ce sera très difficile de remettre cela en cause, puisque un ordre est une instance qui a beaucoup plus de pouvoir et de puissance qu'un observatoire. Ou bien, c'est de penser carrément à l'option d'un ordre plus un syndicat qui va s'occuper beaucoup plus du volet protection sociale et l'ordre pour garantir les intérêts fondamentaux de la corporation. À partir de là, le jour où la HAC déciderait de continuer à fermer les médias, l'ordre des journalistes aura compétence, capacité de se prononcer sur donner son point de vue, ou bien carrément, ce sera désormais beaucoup plus difficile de vouloir fermer un média sans quand même se référer à l'ordre, ou bien carrément certaines décisions disciplinaires ne peuvent qu'émaner que de l'ordre, un peu comme l'ordre des avocats qui peut connaître des plaintes et décider de sanctionner, comme lorsqu'il y a des situations où l'ordre dit le collègue n'est pas en faute, c'est que ce sera difficile que le politique mette la pression pour dire poursuivez-le. Donc voilà le sens dans lequel moi je vois un peu la chose. Oui, Arrivé Choubali, la réflexion, tout le monde s'inquiète. En tant que citoyen tout court, on se demande est-ce qu'on va vraiment revoir cette presse qui, à un moment donné, a fait rêver Mehdi. Je pense qu'il faut aller dans la réflexion d'un ordre. Un ordre pour régler aussi bien la question du quotidien, du professionnel, mais aussi du travail qui est fait à son niveau. Non, enfin, nous ne sommes pas dans la même dynamique, hein, vous avez compris. Lui, c'est un institutionnel, il veut sa RAC qui est propre, comme c'est ça, il veut ajouter un ordre, etc. Moi, je parle des journalistes qui n'ont pas de contrat de travail, qui n'ont pas de carrière, qui n'ont pas de retraite, qui n'ont pas de sécurité sociale et qui vivent de per diem sur les lieux d'événements. Je crois que c'est l'essentiel pour moi du débat. Oui, qu'on crée ordre, peut-être Arrivé va trouver une place là-bas, ou qu'on maintienne la HAC. Vous savez, moi, je veux bien qu'on fasse un peu de pédagogie. Oui. On parle de haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Oui. Si vous voulez, on peut suspendre l'émission, distribuer une feuille à chacun d'entre nous, et pour définir la communication, et nous reviendrons ici pour lire la définition que chacun se fait de ce mot-là à ceux qui nous suivent. Et vous comprendrez que c'est une dimension... Oui. Que c'est une dimension qui est difficile à appréhender. Et qu'on puisse donner à une institution de la République une attribution qu'on ne peut même pas cerner. Et qu'on me dise que cette structure-là n'est pas un monstre, je veux bien savoir. En France, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'est pas de la Constitution. C'est sous le ministère de la Communication. Et c'est Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ça, c'est clair. Chez nous, nous avons ajouté communication. Vous pensez que le politique y a pensé? Mais c'est ça, c'est le politique. Comment on peut... Et puis on dit que la RAC se charge de déontologie. Quand même, la RAC se charge de déontologie. 3 envoyés par le gouvernement, 3 envoyés par l'Assemblée nationale. Des gens qui n'ont jamais siégé dans un organe de presse, qui veulent... moi, m'enseigner, moi, professionnel, la déontologie, ou apprécier chez moi ma déontologie. Comprendre je reviens à l'exemple des menuisiers qui vont apprécier la déontologie dans la médecine, par exemple. Et c'est ça qu'on dit, oui, c'est une institution qui nous régule,
il y a un problème. Il y a un problème. Il faut revoir tout ça. Ah, mais forcément, on ne peut pas continuer. Et puis, justement, il a commencé par entrevoir lui-même la difficulté de collaboration entre l'ordre et la HAC. Même si l'ordre est d'essence légale, la HAC tire sa légitimité de la Constitution. Et forcément, déjà à ce niveau-là, la HAC est au-dessus de l'ordre, automatiquement. Hein? Et je ne vois pas comment... Puisque, vous savez, dans leur jargon au Bénin, dans cette nébuleuse-là, ce qu'on vous dit, on dit non, nous avons fait des lobbies. Parce qu'ils savent que, institutionnellement, sur les tests, ils n'ont aucun pouvoir. Lobby veut dire passer dans les couloirs, faire ce qu'ils veulent, parce que justement, oui, tous ceux qui sont aujourd'hui là à financer ou à sponsorer la presse, voilà, c'est... Avec insistance, l'idée qui se dégage, c'est comme si la profession est définitivement prise en otage et ça va être difficile de l'en sortir. Et qu'est-ce que vous répondez? Je pense que le problème ne se pose pas en termes d'opportunité de l'existence de la HAC, mais au sujet de sa configuration. Bon, est-ce que la HAC, elle est nécessaire, elle est utile? Oui. Mais est-ce que, tel que sa configuration se présente actuellement, est-ce que c'est bon pour le développement de notre corporation? La réponse à ce sujet, c'est non. Puisque 9 conseillers et déjà les représentants des hommes politiques sont majoritaires, 6 contre 3, alors qu'il est bel et bien dit dans l'article 24 que l'une des missions de la HAC, c'est de veiller au respect de la déontologie, alors que la majorité de ceux qui sont envoyés ne s'y connaissent pas. Ça pose un problème puisqu'il faut 3 représentants du gouvernement, 3 envoyés du bureau de l'Assemblée nationale. C'est beaucoup plus cette piste de réflexion qu'il faut privilégier. Vous pensez qu'elle peut prospérer, cette piste de réflexion, lorsqu'on sait que là encore, c'est les politiques qui devront décider. Bon. Et Arimi évoquait la question de lobby. Et on sait que quand il a été question pour les professionnels de médias de se pencher sur la situation, à un moment donné où l'Assemblée devrait intervenir, la question de lobby est encore revenue. Et lobby, vers qui aller, c'est encore les politiques. Ça devient une nébuleuse ou ça reste juste un problème temporaire? Je crois que nous, professeurs des médias, nous avons raté une occasion de corriger cette irrégularité. Et, lors du vote de la loi portant code de l'information. Parce que pourquoi les politiques envoient des hommes politiques à la HAC pour officier comme communicateur? C'est parce que les tests le leur permettent. Parce qu'il est dit que le chef de l'État doit désigner un communicateur, un juriste et une personnalité de la société civile. Même chose pour l'Assemblée nationale. Et chaque fois, et pour la plupart d'ailleurs des régimes, même les régimes antérieurs, le constat est que les personnes qu'on désigne comme communicateurs, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec le monde de la communication. Et c'était lors du vote du Code de l'information qu'il fallait poser le problème et définir. Qu'est-ce que vous appelez, vous, communication? Et définir. Nous revenons sur le postulat que j'ai posé tout à l'heure. Et définir. Ce mot-là devait être enlevé de notre corporation. Et définir. Sinon, on ne peut pas dire qu'un ancien n'est pas un communicateur. Et définir. On ne peut pas dire qu'un prêtre n'est pas un communicateur. Communicateur dans son domaine. Quel domaine? Communicateur dans son domaine. Mais la Constitution n'a jamais dit votre autorité de la communication du domaine de la presse. C'est qu'il faut corriger le concept de communicateur et le remplacer par communicant pour être beaucoup plus précis. C'est le problème qu'il fallait régler. Parce que du moment où ce concept va demeurer, même un ingénieur agronome, on peut toujours continuer à avoir parce qu'il est ingénieur agronome de formation, mais il peut être communicateur dans son domaine. Donc, c'est de corriger le concept de communicateur et de remplacer ça par communicant. Là, on sait qu'on parle d'un spécialiste en journalisme ou bien de l'audiovisuel, ainsi de suite. Non, même pas. Bon, là, c'est beaucoup plus précis. C'est plus précis. Je ne pas de cet avis-là. Voilà. C'est-à-dire que le monstre est là. Le monstre, c'est d'avoir ajouté la communication, qui est un concept difficile à flou. On a dit que la loi doit être concise, précise et claire. Mais là, je ne sais pas si... voilà, c'est le monstre, ça. Quand vous avez ajouté un truc... communicateur dans la loi organique, ça pose vraiment problème. Ça laisse la porte ouverte
C'est que la politisation de l'institution. Merci en de tout me cas, rejoindre. les politiques Voilà. eux-mêmes sont aujourd'hui très embêtés. Arimi Choubadé, vous avez suivi, c'est le chef de l'État lui-même qui, lorsqu'il a été question d'envoyer les nouveaux hommes retenus au niveau de la HAC en mission, assurer leurs fonctions, dire, d'œuvrer, afin qu'on ait une presse digne. Vous pensez qu'on pourra y arriver? Non, la première chose que le chef d'État va faire, c'est de demander à son ministre du Travail de dénoncer la convention collective. De dénoncer? Oui, la convention collective régissant la presse. Parce que ceux qui ont signé cette convention-là n'ont pas... enfin, ils ne devaient pas le faire. Je vous dis que cette convention a été signée entre deux ONG, une faisant office de représentant des travailleurs et la seconde faisant office de représentant des... C'est une escroquerie. J'en suis signataire. C'est une escroquerie que le chef d'État demande à son ministre du Travail de dénoncer cette convention collective. C'est la première des choses à faire. Dès qu'il fait ça, ça va être professionnalisé. Là, il faut aller chercher des syndicats représentatifs parce qu'il y a un décret au Bénin qui règle les élections professionnelles. Tout à fait. Mais quand il s'agit des élections professionnelles dans la presse, il n'y a plus de tests. On demande seulement aux fêtières de faire comme elles veulent. Et vous avez vu même dans la manière de financer ces élections, c'était compliqué. D'aller donner de l'argent à des structures informelles pour... ça a toujours posé problème. Et à la fin, quand même, les gens trouvent des arguties pour sortir des sous, pour leur remettre, pour aller faire des élections. Donc il faudrait revenir au décret qui régit toutes les professions au Bénin. Hein, qui permet de mesurer leur représentativité, qui leur permet, comment on appelle-t-on, de pouvoir siéger au dialogue social national, pour leur permettre de revenir à une corporation normale. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas. Maintenant, à l'intérieur, nous pouvons, en ce moment-là, faire valoir nos spécificités. Ce que toutes les corporations font. On nous dit 300 millions. Vous pensez que c'est avec 300... Normalement, les 300 millions devaient être réservés, syndicats, associations, etc. Dans toutes les corporations, une association, ça n'a rien de mal. Mais c'est pour s'occuper des mariages, des anniversaires, comment on appelle-t-on, des événements mondains, etc. C'est pas pour... Parce qu'on dit que l'association est à but non lucratif. Ce qui n'est pas le cas du syndicat qui représente les intérêts financiers, moraux, etc., dont le syndicat peut parler salaire avec l'employeur. Ou une ONG où on dit que tout est bénévole. Vous demandez à ces gens-là qui n'ont pas les outils juridiques nécessaires pour aller discuter salaire, discuter entreprise, vous n'avez pas demandé à une ONG d'aller discuter entreprise. Donc, tout est à revoir au niveau des tests pour espérer. Le chef d'État n'a pas besoin d'aller très loin. Qu'il commence par dire à son ministre du Travail de dénoncer la convention et demain, il verra les syndicats ou même l'association qui est là, elle peut se fondre en syndicat dès demain. Une piste de réflexion. Tout à fait. Et à ce moment-là, on demande à ceux qui veulent signer cette convention de se mettre en règle, de s'affilier à une centrale, d'aller s'affilier au patronat en respectant bien entendu les procédures. Et en ce moment-là seulement, on parlera de profession, on parlera de corporation. Parce que c'est ça les fêtières. Les fêtières devaient être les centrales syndicales ou le patronat national. Vous pensez que ça peut impacter la pagaille organisée au niveau... Déjà, ça permet de commencer un embryon de corporation. Ça permet de commencer un embryon de corporation avec ceux qui sont prêts à y aller. Si certains ne sont pas prêts, il n'y a pas de problème. Mais en ce moment-là, ils se mettent en dehors de la légalité. Et c'est ça la légalité, en fait. Le chef d'État ne peut pas organiser la coopération avec ce torchon-là, c'est pas possible. Le chef de l'État, son adresse était bien précise. Il est préoccupé. Il voudrait bien voir une profession plus assainie. Rémi a montré la voie tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faudra ajouter en complément? Ou quel autre chemin pensez-vous le plus indiqué? Je pense que, de mon point de vue, est-ce que la solution réside dans la dénonciation? Bon, ça c'est une question que je pose, mais de commencer à exiger l'application de ce qui est en vigueur. Puisque tout est bien écrit, la convention est là, n'existe pratiquement que de nom, très peu appliqué. De commencer à exiger, ou bien d'exiger les preuves de l'application. Vous avez dit qu'on est dans l'illégalité. Quand on est dans l'illégalité, dans un état de droit, ce n'est pas la peine d'évoluer. Non, l'illégalité, l'argument avancé pour justifier l'illégalité, c'est la qualité des fêtières à signer un tel document. Mais de l'autre côté, on veut dire que c'est presque terminé. Vous allez conclure en disant, très rapidement, droit dans votre caméra. Bon, conclure pour réaffirmer que, à l'instar d'autres corporations,
La nôtre également a ses problèmes sur lesquels nous avons intérêt à nous battre pour obtenir vraiment des solutions. Merci beaucoup. 15 secondes. Oui, voilà, moi je suis gêné par le mot communication. Il y a les agents de communication qui se chargent déjà de régler les problèmes de la communication. La presse, elle est vraiment à part. Et qu'on revient aux fondamentaux du métier et qu'on cesse de faire gérer la presse par les renseignements et le palais. Merci à vous, Aribi Choubadé. Merci également à vous, Médis Benko. Si nous voulons d'une presse véritablement au service du peuple, que faire? Mesdames, Messieurs, à travers cette émission, on n'a pas l'impression ou la prétention d'avoir tout servi, mais il y a eu du bon. On peut s'en servir et espérer voir une presse plus lumineuse, plus rayonnante, plus responsable. 100% Bénin pour le numéro du jour. Mesdames, Messieurs, on va s'en arrêter là et se retrouver demain pour scruter d'autres faits brûlants. Pourquoi pas cette citation, enfin, du 3e président des États-Unis, Thomas Jefferson, avant de vous fausser définitivement compagnie. Je le cite, « Si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour te sentir en sécurité, alors tu ne mérites ni l'une ni l'autre. Donc ni la liberté ni la sécurité. Prenez soin de vous. À très bientôt.